Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par LG Consultant, animée par Laurent Garnier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 98e émission de Et si on parlait de sport? Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Et pour cette 98e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Granier, président de la commission des pêches sportives en eau douce de région Occitanie, Claude Perras, président de la Fédération de Haute-Garonne pour la pêche sportive, bien sûr toujours en eau douce, Adrien Calvé, qui est président du club de pêche de Nègrepelisse, et Patrick Chevalier, producteur de Juvaprod, président de Juvacom Média, membre du Conseil national des villes. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au programme cette semaine, en première mi-temps, nous vous emmenons au bord de l'eau, mais pas pour flâner. On vous parle d'un véritable sport de nature, la pêche sportive en eau douce, souvent perçue comme un loisir tranquille. Elle est pourtant exigeante, physiquement, stratégiquement et hautement compétitive. Avec plus d'1,5 million de pratiquants en France, la pêche sportive regroupe plusieurs disciplines, pêche au coupe, carnassier, carpe, mouche, etc. et des compétitions de haut niveau jusqu'aux championnats du monde où les Français brillent régulièrement. En Occitanie, cette passion rassemble des milliers de pêcheurs et une vraie communauté engagée dans la protection des milieux aquatiques. Alors, comment devient-on pêcheur sportif? Peut-on pêcher toute l'année? Quelles sont les grandes échéances à venir en 2025? Nos invités du jour nous plongent dans cet univers passionnant et trop souvent méconnu. En deuxième mi-temps, nous recevons Patrick Chevalier, producteur engagé et passionné de sport depuis plus de 50 ans. Il a été entraîneur, arbitre, organisateur, mais aussi un fervent militant pour l'égalité femmes-hommes dans le sport et la lutte contre le dopage. Président de Juvacom Média et fondateur de Juvaprod, il met en lumière, à travers des documentaires et des grands enjeux du sport, égalité femmes-hommes, lutte contre le dopage, inclusion, écologie, son film sportif Le parcours médiatique des combattantes a marqué les esprits et de nouveaux projets sont en route. Un parcours riche, militant et profondément humain. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 98e émission, place à l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, on commence par la gymnastique avec les championnats de France élite qui avaient lieu à Agen. Chez les femmes, Laurette Charpie de Saint-Étienne succède à Mélanie Jésus dos Santo pour le titre de champion de France senior. La deuxième place revient à Morgane Ossisek de Agenot. Jenna Laroui de Lyon complète le podium. Chez les hommes, Léo Saladino de Valoris conserve son titre de champion de France devant Anthony Mansart d'Antibes, vice-champion de France, et Justin Labro de Elbeuf termine à la troisième place. Il y avait de la boxe aussi avec le Français Bakary Samaké de 21 ans qui a battu son adversaire, le Sud-Africain Roark Knapp par KO lors du 8e round vendredi soir à Paris, la Défense Arena. Il conserve sa ceinture WBC Silvers des Super Welters, moins de 69 kilos. En tennis de table, il y avait la Coupe du Monde à Macao en Chine. Le Brésilien Hugo Calderano, 5e mondial, a sorti un match de très haut niveau en finale face au numéro 1 mondial Lin Jindong par une victoire par 4-7 à 1, 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 et 11-5. Il devient le premier joueur du continent américain à remporter la Coupe du Monde. Côté français, Simon Gauzy s'est incliné en 6-7 face au Suédois vice-champion olympique Truls Moregard en 8e de finale. Chez les femmes, la Française Yan Yuan s'est, elle, inclinée face à la numéro 7 mondiale, la Japonaise Satsuki Odo, au même stade de la compétition. Rappelons que notre Félix Lebrun avait, lui, été éliminé avant le tableau final. Tennis, tournoi ATP 500 de Barcelone. Holger Rune se retrouve la victoire en tournoi après une année blanche en 2024. Le Danois a pris le meilleur dimanche sur un Carlos Alcaraz diminué dans la seconde manche, 7-6, 6-2. Arthur Fils, lui, a été totalement dominé en demi-finale par l'Espagnol Carlos Alcaraz, 6-2, 6-4. Cyclisme avec la flèche Brabançonne. Le Belge Remco Evenepoel, qui disputait sa première course de la saison, s'est imposé vendredi en devançant Wout van Aert dans un sprint à deux.
Chez les femmes, c'est l'Italienne Elisa Longo Borghini qui remporte l'épreuve devant la Néerlandaise Marianne Vos. C'est la première coureuse à remporter 2 fois la course. Le Tour de Jura, c'est Guillaume Martin Guyonnet qui a remporté samedi le Tour de Jura devant Clément Berthet. Sa 2e victoire en 2 jours après son succès sur la classique Grand Besançon Double vendredi. L'Amstel Gold Race chez les femmes, la néerlandaise Misha Bredewood s'est imposée à domicile dimanche devant ses compatriotes Hélène Van Dijk et Puk Pieters, la française Juliette Labousse, grande animatrice de l'échappée, termine au pied du podium. Amstel Gold Race, le Danois Mathias Skelmoz a devancé d'un rien le Slovène Tadej Pogačar et le Belge Remco Evenepoel au sprint dimanche pour remporter l'Amstel Gold Race. Patinage artistique, World Team Trophy à Tokyo au Japon. Les États-Unis ont remporté cette épreuve samedi. La France, elle, termine 4e. Elle a été devancée par l'Italie, ce qui reste tout de même de bon augure dans la perspective d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Milan l'an prochain. Hockey sur glace femmes, mondial division 1A à Shenzhen en Chine. Pas de mondial élite les Bleus la saison prochaine. L'équipe de France s'est inclinée face à l'Autriche 3-1 samedi pour son dernier match dans le mondial. Les Bleus ratent du coup la montée dans le championnat élite. Ce sont les États-Unis qui ont décroché leur 11e titre de championne du monde en venant à bout de leur grande rivale canadienne, 4-3 après prolongation dimanche en République tchèque. Hockey sur glace hommes, match de préparation. Les Bleus vaincus vendredi par la Suisse 3-4 pour lancer leur campagne de préparation avant le mondial, ont enchaîné une seconde défaite dans cette même sélection samedi soir à Marseille, 5-2. Championnat de France Division 2 finale, tour 4, match 3, 3e défaite de Montpellier face à Lyon, 0-2. Basket femme maintenant avec la Boulangère Wonder League, quart de finale. Victoire de Charleville-Mézières dans le match aller face à l'ATES Montpellier, 90-72. National 2 féminine, quart de finale, Toulouse s'est imposée sur le parquet de Nice, 60-58. Basket homme avec l'Euroleague Play-In, le Paris a décroché son ticket pour les quarts de finale mardi dès sa première apparition dans la compétition grâce à un succès obtenu sur le parquet du Real de Madrid, 73-81. National 1, phase 2, défaite sur son terrain du Stade Toulousain Basket face à Boulogne-sur-Mer, 73-76. On va passer au handball maintenant avec les hommes. Et c'était la Licky Molig Star League 24e journée. Montpellier s'est imposé à Chambéry 36-25. Nantes, vainqueur de Nîmes 36-27. Toulouse enchaîne à domicile et bat Istres 39-32. Handball féminin maintenant avec la Ligue des Champions, quart de finale. Les Messines ont enlevé le match aller à Brest samedi. Une victoire 29-26 qui s'est dessinée en deuxième période avant le retour à Metz dimanche prochain. National 1 féminine, 19e journée, Rochechouart-Saint-Junien s'est imposé sur le terrain face à Toulouse 29-19. En volley féminin, Saforel Power 6, demi-finale aller, le Valois-Perret, championne de France en titre, ont eu besoin d'un tie-break pour venir à bout de Vendeuvre-Nancy 3-2 dimanche. Dans l'autre demi-finale à Venelle, Nantes a pris le dessus sur Pays d'Aix 3-1. Chez les hommes, en volley masculin, Marc Marat Speckley, quart de finale. On connaît désormais les 4 demi-finalistes du championnat de France. C'est au tie-break 3-2 que Montpellier a fini par prendre le dessus sur Cannes lundi, tandis que Poitiers s'est offert Tourcoing à l'issue d'un match décisif 3-2. En demi-finale, Poitiers défiera Chaumont et Montpellier affrontera Tours. Football féminin, Ligue des Champions, demi-finale. Les Lyonnaises se sont imposées 2-1 samedi sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller. Et football chez les hommes maintenant avec la Ligue des Champions, quart de finale retour. Paris Saint-Germain a été sérieusement ballotté par Aston Villa, mais Paris a tenu bon 2-3 et se qualifie pour le dernier carré où il affrontera Arsenal. Les autres résultats, Arsenal bat le Real Madrid 2-1 avec un 3-0 à l'aller. Inter de Milan bat match nul avec Bayern de Munich, mais s'impose puisqu'elle avait gagné 2-1 à l'aller. Dortmund bat Barcelone, mais s'incline puisqu'à l'aller, elle s'était inclinée 4-0. En Ligue Europa, quart de finale retour, mené 2-0 à la mi-temps, puis passé devant à la prolongation à 10-11. Lyon a craqué finalement, malgré 2 buts d'avance face à Manchester United dans les derniers instants d'un match mémorable 4-5 après prolongation, suite à un 2-2 à l'aller. Il est donc éliminé des demi-finales de la Ligue Europa. Ligue 1, 29e journée, large vainqueur de Montpellier 5-1 au Vélodrome samedi. Marseille retrouve la deuxième place de Ligue 1. Reims s'est donné de l'air pour le maintien en battant Toulouse 1-0. Et dans la Ligue 2, en 31e journée, Laval, 6e vainqueur de Rodez 2-1, revient à 2 points de Guingamp qui lui est 5e.
Il y avait aussi du rugby à 13 avec la Super League. Les Perpignanais ont tranquillement dominé une faible équipe de Salford 38-10 samedi à Gilbert Brutus pour le compte de la 8e journée de Super League. Rugby féminin, et c'était le fameux tournoi Destination, 4e journée sérieusement bousculée par l'Italie. Les Françaises ont fini par s'imposer 34-21 samedi à Parme. Elles peuvent encore rêver du Grand Chelem avant d'affronter l'Angleterre samedi prochain à Twickenham. L'Angleterre, de son côté, a étrillé l'Écosse 59-7 samedi à Leicester et la victoire de l'Irlande face au Pays de Galles 40-14. Le rugby à 15 chez les hommes avec le top 14, 21e journée. Perpignan s'est relancé dans la course au maintien en battant Racing 92 samedi 28-24. Castres l'emporte 32-13 avec le bonus contre Vannes qui reste lanterne rouge. Lyon a fini par s'imposer face à Montpellier 32-23. Le Stade français s'est incliné donc à domicile face au Stade toulousain 27-21. En Pro D2, 27e journée, Colomiers a signé jeudi un 4e succès de suite en étouffant Agen grâce à 8 essais, 59-10. Montauban vainqueur sur le terrain de Soyaux-Angoulême 19-18. Béziers a battu Mont-de-Marsan 37-12 et récupère le 5e rang. Il y avait de la moto aussi, moto en endurance, le fameux championnat du monde d'endurance au Mans, les 24 heures du Mans moto, dans des conditions pluvieuses rendant la piste du circuit Bugatti très piégeuse. De nombreuses chutes ont rythmé ces 24 heures du Mans. C'est la moto numéro 7 pilotée par le Tchèque Karel Anika, l'Allemand Marvin Fritz et le Britannique Jason Hollarand qui a remporté l'épreuve devant la Kawasaki numéro 11 pilotée par le Français Grégory Leblanc, l'Espagnol Roman Ramos et l'Italien Mike Di Miglio. La 3e place a été conquise par la BMW numéro 6 de l'Ukrainien Ilyak Miljaksik et le Français Kenny Forêt et l'Espagnol David Checa à 9 tours du vainqueur. Karting, un petit clin d'œil local puisque c'était les Coupes de Pâques à Nogaro, Formule 4, 2 pilotes occitans sur le podium. Le vainqueur, Alexandre Munoz et Raphaël Perard qui lui est 2e. Bravo à tous les deux. Auto, il y avait de l'endurance aussi avec les championnats du monde d'endurance, les 6 heures d'Imola en Italie. Ferrari a réussi à s'imposer à domicile dimanche avec la 499P numéro 51 pilotée par Pierre Guidi, Calado et Giovinazzi. Le proto-italien a devancé la BMW hybride de V8 numéro 20 de Rast, Frinch et Van der Linde et l'Alpine A424 numéro 36 du trio Gounon, Makowiecki et Schumacher. Grand Prix F1 Academy, donc les jeunes femmes avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite en s'imposant dimanche lors de la course principale du week-end à Jeddah. Maya Vug sur MP Motorsport a pris les commandes du championnat de F1 Academy devant la Française Dorian Pin sur Prema. Auto Formule 1, donc pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, vainqueur dimanche Oscar Piastri sur McLaren et le nouveau leader du championnat. L'Australien a devancé le poleman Max Verstappen sur Red Bull et Richard Leclerc sur Ferrari qui signe son premier podium de la saison. Le Français Isaac Hadjar sur la Racing Bulls termine dans les points à la 10e place. Et pour terminer ces résultats, un petit point sur la voile. Avec la Transat Paprec, l'ex-Transat AG2R, 19 duos mixtes ont pris le départ dimanche de la Transat Paprec au large de Concarneau, Finistère, pour se diriger vers Saint-Barthélemy aux Antilles, où ils sont attendus dans une vingtaine de jours. Les 38 marins ont débuté leur transatlantique à 13h02 avec un parcours côtier en baie de la Forêt avant de mettre le cap sur le golfe de Gascogne dans des conditions clémentes. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec nos invités Fabien Granier, Claude Perras, Adrien Calvez. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport. Et dans cette première mi-temps, nous mettons le cap sur un sport de nature souvent sous-estimé, mais passionnant, la pêche sportive en eau douce. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Granier, qui est le président de la commission des pêches sportives eau douce en région Occitanie, et Claude Perras, qui lui est le président de la fédération Haute-Garonne pour la pêche sportive, en eau douce aussi, et Adrien Calvé, qui lui est président du club de pêche Nègrepelisse. Tous les trois, ils vont nous parler bien sûr de leur passion pour cette pêche sportive. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer à nous parler de pêche sportive, on va vous demander un petit tour d'horizon pour vous connaître. On va commencer avec Claude Perras. Depuis 40 ans, je fais la compétition. J'ai 81 ans, mais je continue encore à pêcher au bord de l'eau. Ça me fait très plaisir. Puis j'apprends beaucoup aux jeunes à faire la compétition. Bravo. Fabien,
Moi, c'est Fabien Granier, donc j'ai 53 ans. J'ai repris la pêche, ça fait 6 ans maintenant. J'avais arrêté un long moment pour m'occuper des enfants et puis aussi reprendre le rugby parce que j'avais arrêté relativement jeune et j'avais envie de finir ma carrière au rugby. Donc j'ai repris le rugby, j'ai entraîné après. Et puis bon, le milieu, le bord de l'eau me manquait, donc je suis revenu à la compétition depuis 6 ans maintenant. Voilà. Merci. À toi, Adrien. Moi, c'est Adrien, j'ai 28 ans. Et donc, j'avais commencé la pêche à l'école de pêche quand j'avais 6 ans. Et j'ai commencé la compétition à 10 ans. Donc là, je suis à ma 19e année de licence. Ah oui, quand même. Oui. La passion jusqu'au bout de la canne à pêche, en fait. On va parler un peu justement, j'ai une question qui me paraît essentielle à vous trois. Comment faire comprendre aux gens que la pêche sportive, je dis bien, est bien un sport à part entière et pas seulement un loisir du dimanche? Fabien. Déjà, le fait qu'on appartienne à une fédération française sportive, c'est déjà, le nom déjà évoque le fait qu'on est bien un sport. On est licencié, il y a un règlement, il y a des arbitres, il y a des commissions antidopage, etc. Donc on est structuré comme une fédération sportive avec une fédération française, des instances régionales, des instances départementales. Donc on est exactement calqué sur le mode des fédérations françaises traditionnelles. Et ensuite, pour parler de sport à proprement parler, c'est des compétitions qui durent, alors pour des concours, entre 3 et 6 heures. Pour des championnats, sur plusieurs jours, des manches de 3, 4, voire 5 heures. Donc sur plusieurs jours, donc c'est quand même intense physiquement. Donc oui, par ces aspects-là, on peut dire que c'est un vrai sport. Physiquement, ça paraît pas, mais c'est compliqué. Adrien, toi qui es là dans le milieu depuis 6 ans, comment tu peux justement, depuis tes 6 ans, je veux dire, comment tu peux faire comprendre que c'est plus qu'un sport, puisque c'est vraiment la passion, toi, qui t'anime? Oui, alors il y a le côté compétition, en fait, c'est toujours se mesurer aux autres, c'est le principe aussi du sport. Et la notion de partage, en fait, nous on le voit, même si c'est un sport individuel, comme quelque chose d'assez collectif. On partage énormément dans notre club. Et après, pour ce qui s'apparente le plus à un sport, on va dire sur le plan physique, c'est quand même beaucoup de résistance parfois, que ce soit au climat, parce qu'on pêche sous 35 ou 40 degrés l'été. On tient une canne qui fait à peu près 1 kg dans le vent, une canne de 13 mètres, donc il y a quand même des muscles à avoir aussi. Et on répète des gestes, déboîter la canne, entre guillemets, donc reculer 10 mètres de canne derrière nous pour lever des poissons, combattre les poissons, parfois se piquer les doigts avec les poissons-chats. Donc c'est quand même physique également. Et surtout l'aspect mental, parce que parfois il faut être prêt à attendre plusieurs heures, une touche d'un gros poisson pour pouvoir gagner. C'est très compliqué sur tous les plans. Mais merci. On reviendra sur l'aspect technique, parce que je pense que c'est ça qui intéresse aussi les gens, parce qu'on ne s'imagine pas effectivement une canne à pêche, comme tu dis tout à l'heure, le poids, la force qu'il faut avoir et les conditions atmosphériques qu'il faut gérer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu rapidement les différentes disciplines de la pêche sportive en eau douce? Ce qu'on pourrait préciser, globalement, nous on appelle ça la pêche au coup. En fait, le principe, c'est de créer un coup, c'est-à-dire on crée un tas d'amorces pour attirer le poisson à un endroit bien précis. Donc c'est un petit peu on va dire la synthèse de la pêche au coup. Ensuite, donc la pêche au coup, c'est une pêche dite à la grande canne. Comme disait Adrien, on a des cannes de 13, qui sont autorisées jusqu'à 13 mètres de longueur. Donc ça s'appelle le coup. Ensuite, on a la pêche dite à l'anglaise. Donc là, ce sont des cannes plus courtes avec des moulinets pour pêcher du coup à plus longue distance. Et ensuite, on a une pêche qui se développe depuis quelques années, la pêche au feeder. Donc là, c'est une pêche sans flotteur, contrairement à la pêche au coup et à la pêche à l'anglaise, où là, on a un flotteur qui quand il s'enfonce, ça veut dire qu'il y a une touche. Là, le feeder, en fait, vous avez le bout de la canne qui est très flexible. Du coup, on jette une cage remplie d'amorces à une certaine distance. On met le fil en tension. Et en fait, dès que le poisson se saisit de l'èche qui est au bout de la ligne, ça fait trembler le bout de la canne et c'est là que ça indique la touche. Donc voilà globalement les épreuves qui sont pratiquées dans la pêche dite au coup. Et qu'on pratique dans toute la région, là, ici, chez nous, on pratique tout ça en Occitanie. Ouais. Après, il y a des catégories d'âge aussi. Comme en compétition sportive, donc il y a moins de catégories parce que forcément on est moins nombreux, mais il y a des catégories jeunes, donc U15, U20, U25. Ensuite, il y a des catégories seniors, ensuite des catégories vétérans et c'est quoi le dernier ? Master. Master et vétéran. Et là, hommes et femmes, tout le monde participe en même temps. Alors, dans les catégories hommes, oui, on peut être mix, etc. On peut mélanger hommes-femmes. Par contre, il y a des catégories féminines spécifiques. Parce que bon, on se dit qu'en matière de pêche, c'est une question de force physique. Pourquoi on a séparé, on a mis une compétition féminine particulière? Il y a une raison particulière, non ?
Disons que comme tous les sports, il y a des qualités intrinsèques physiques aux hommes et aux femmes. Mais pour autant, je pense qu'il y a un petit peu de ça par rapport aux compétitions féminines, parce que comme disait Adrien tout à l'heure justement, c'est quand même physique de tenir peut-être le rythme, qui est peut-être sur des pêches très rythmées, peut-être que les femmes seraient peut-être moins avantagées que des hommes plus musclés. Après, dans l'approche stratégique, c'est un petit peu comme dans d'autres sports. Les femmes ont ce côté peut-être un peu plus stratégique qui fait que peut-être elles arrivent à se différencier. Bon, après, malgré tout, ça reste relativement marginal, malheureusement. Ça veut dire la parité viendra dans quelques temps, c'est comme tous les sports qui se développent aujourd'hui. Alors comment elle s'organise cette pêche sportive en région Occitanie et en Haute-Garonne ou dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne, puisqu'on a un représentant avec nous, Adrien. Oui, alors dans tous les départements, c'est la même chose. Il y a le comité départemental. Et donc les divisions commencent au niveau départemental. Donc vu qu'on est quand même un peu sur le déclin de notre sport, on n'a plus qu'une division départementale dans la plupart des départements, qui est qualificative pour la 2e division régionale, puis la 1re division régionale, donc un peu comme dans beaucoup d'autres sports. Et ensuite ça passe sur les 2e divisions nationales, puis 1re division nationale. Donc en gros il y a 5 divisions pour accéder du plus bas au plus haut niveau. D'accord, quand tu dis plus haut niveau, championnat de France derrière et au-dessus encore ou... Alors, le championnat de France, ça va être des étapes qualificatives, entre guillemets, depuis le départemental. Pour accéder au niveau international, c'est des sélections. Donc là, c'est vraiment le choix des sélectionneurs. Donc, il faut répondre à certains critères, justement, d'accession à des divisions. Mais après, c'est des pêcheurs qui sont connus depuis très longtemps. Et là, c'est une sélection, comme ça se fait dans les autres sports. D'accord. On a une idée du nombre de pêcheurs que vous avez dans le département ou dans la région ? Dans la Haute-Garonne, j'ai 150 licenciés. Au niveau régional, on doit être à 600. Enfin, avec les truites, c'est pareil. Après, si on prend que les pêcheurs au cou, on doit être 350 par là. Ouais, 350. Sur l'Occitanie, tu veux dire ? Oui. D'accord. Et ça, c'est la compétition. Dans un club, en gros, ça donne quoi ? Sur le tien, il y a combien de pêcheurs ? Nous, on est à peu près 20 licenciés. D'accord. Et qui sont régulièrement en compète, qui participent vraiment à l'activité oui. de la compétition, enfin du club, quoi, par rapport à ça. Oui. Après, pour faire les concours, on a des concours régulièrement. On n'est pas forcément obligé d'être licencié pour faire des concours. La licence est réservée exclusivement pour réaliser les compétitions, les différentes épreuves qualificatives, les championnats. Il y a une différence entre concours, ce que tu es en train de me dire, concours, et les championnats, qui sont deux choses bien sûr différentes. Concours, c'est grand public, donc c'est n'importe qui peut s'y mêler, moyennant un accès au concours, quoi. Moyennant la carte de pêche et l'inscription, après, il suffit de s'inscrire, tout le monde peut participer, bien entendu. Bon, après, bien souvent, les gens sont un peu freinés parce que ils ont un petit peu peur je ne dis pas d'être ridicule, mais il faut quand même un certain nombre de matériel pour arriver à être performant. Alors, il n'y a pas de corrélation, ce n'est pas parce qu'on a du super matériel qu'on est forcément bon, mais pour autant, pour pouvoir s'adapter à différentes situations, etc., il faut quand même avoir un minimum de matériel. Et des fois, c'est ce qui fait un petit peu peur aux non-initiés, le fait de rentrer dans ces concours-là et d'avoir l'impression d'être potentiellement ridicule, quoi, parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel similaire au nôtre. On va rester dans le domaine du sport avec les grands moments de la saison écoulée. On s'était vu il y a quelques temps. Qu'est-ce que ça a donné cette année 2024-2025 en termes de compétition, de résultats ? Est-ce qu'on a quelques idées ? Ouais, alors si on doit commencer par les résultats majeurs, donc ça va être les résultats à l'international. Nous, on avait quand même dans la région 3 pêcheurs qui faisaient partie de l'équipe de France U25 et 4 qui participaient au stage de sélection de l'équipe de France des U20. Donc l'équipe de France U25 a terminé à la 2e place au championnat du monde en Serbie. Et un de nos pêcheurs a eu une médaille d'argent individuelle également. Et en équipe de France U20, on avait un pêcheur de la région. Donc eux, ils n'ont pas brillé en Serbie, mais il y avait quand même un pêcheur de la région en équipe de France. Ensuite, ils ont également participé pour 3 d'entre eux au Trophée des Nations des U25. C'est un petit championnat d'Europe, pas tout à fait officiel, mais entre guillemets, avec les sélections belges et hollandaises. Donc ils sont allés là-bas. Et ensuite, ça a été sur le niveau national. On a eu 4 pêcheurs en 1re division nationale, dont un qui a fait podium, 2e place en individuel. Et c'est le même qui avait fait 2e au championnat du monde jeune. Peut-être le citer quand même. C'est Clément Carlin de Castel-Sarrazin. C'est intéressant. Qui a fait une saison exceptionnelle. Il fait 2e au championnat de France U25, 2e au championnat du monde U25 et 2e au championnat de France senior.
Eh bien, on le salue et on le félicite. C'est toujours intéressant d'avoir des champions. Ça, c'est nos résultats. Il y a d'autres choses. Vas-y. Pas mal d'autres. Et vas-y, on t'écoute. En seconde division nationale, donc dans la partie Moulinet, Clément Carlin a gagné la seconde division nationale. Moi-même, j'ai terminé 2e à ce championnat. Bien, bravo. Ensuite, en deuxième division, dans la catégorie handi pêche, il y a Gilles Massiot, un des pêcheurs de la région, qui a gagné le championnat. Donc la deuxième division nationale handi pêche. Première division nationale, alors déjà en deuxième division nationale feeder, il y a eu un podium 100% Occitanie. Donc je voulais que je le cite aussi. Donc c'est Michael Letcher qui avait gagné le championnat, Stéphane Bolin qui a terminé 2e et Jérôme Alesson a terminé 3e. Et au championnat de France première division feeder, première nationale, on a eu 2 pêcheurs de l'Occitanie sur le podium, Cédric Amaury et Guillaume Bréja. Donc ça fait quand même pas mal de podiums au niveau national. De beaux résultats, oui. Voilà. Et en seconde division nationale master, donc les plus de 55 ans et moins de 65 ans, on a eu aussi 3 pêcheurs sur le podium. 3 pêcheurs de l'Occitanie étaient sur le podium de cette seconde nationale, donc Claude Paris, Gilles Massiot et Philippe Papalia. Quelles sont les compétitions majeures que l'on attend, qui seraient prévues en Occitanie cette année, ou même est-ce qu'il y a un championnat du monde? Quelles sont les dates, les lieux? Non, on n'a pas de compétition internationale, en tout cas au niveau de la pêche au cou, en tout cas pas en Occitanie. On aura une première division nationale Moulinet, oui, me semble-t-il, au lac de Beaumont de Lomagne, donc dans le 82, au niveau national. Bon, après, on a nos compétitions traditionnelles départementales et qui sont qualificatives pour les championnats régionaux. Ça ne change pas, c'est tous les ans pareil. Et là, du coup, là, ça va commencer d'ailleurs. Et d'ailleurs, certains départements d'Occitanie ont déjà fait leurs championnats départementaux il y a 15 jours et le week-end dernier. Et ensuite, seront qualificatifs pour les RE2. Et ensuite, les RE1 arriveront. Alors, les RE2, en principe, ça arrive vers le mois de juin. Et les RE2, sur le mois avant le mois d'août, septembre. On est à peu près dans cette temporalité-là. Et ensuite, au niveau national, traditionnellement, les premières divisions se font. Moulinet, c'est vers la fin août. Mi-septembre. Et le mixte est fin septembre. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu le déroulement assez schématiquement d'une journée type de compétition pour que nos auditeurs comprennent bien comment ça fonctionne? En quelques mots. Une compétition, alors il y a la compétition dite concours, où là, on va dire c'est une préparation alors qui peut débuter selon l'envie et en tout cas l'investissement qu'on met au résultat qu'on souhaite avoir. Alors encore une fois, il n'y a pas de corrélation, c'est pas parce qu'on s'est super préparé qu'on va avoir un super résultat, mais pour autant, si on ne se prépare pas, là par contre il y a des chances qu'on n'ait pas de résultat. Donc des fois, admettons qu'il y a un concours dimanche ce week-end, on essaie de se renseigner déjà un petit peu, est-ce qu'il y a des collègues qui ont pêché, qu'est-ce qui se prend comme poisson, est-ce qu'il y a du courant, etc. On essaie de se renseigner sur la météo aussi, parce que ça va avoir des influences sur nos choix stratégiques. Et une fois qu'on a collecté un petit peu ces informations de base, on va monter nos lignes pour être adaptés le mieux possible aux conditions de pêche que l'on estime être les bonnes le jour J. Alors, il y a des poids de ligne, il y a la forme des flotteurs, il y a là aussi la technique de pêche. Est-ce qu'il va falloir pêcher près du bord, du coup au cou? Est-ce que les poissons se prennent plus loin? Du coup, il faut préparer des cannes anglaises ou des feeders si c'est autorisé, etc. L'amorce aussi. En fonction du type de poisson qu'on va pêcher, en fonction de la nature des fonds, de la profondeur, s'il y a du vent, etc. On va préparer une amorce plus ou moins adaptée aussi, pareil, aux conditions de pêche. Et puis après, il faut toujours prévoir un plan B, parce qu'on a pu tout prévoir du mieux possible, mais ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Donc il faut aussi prévoir un plan B, donc avoir un panel de lignes très large, des techniques de pêche très larges, et une amorce aussi de secours, parce que admettons qu'on ait prévu de pêcher le fond, des gros poissons agglutinés sur le tas d'amorce et que ça ne répond pas. Il faut peut-être passer sur une pêche dite de rappel avec une amorce plus nuageante pour faire venir des petits poissons, etc. Enfin, voilà, dans l'esprit, si on veut réussir une compétition, il faut vraiment s'y préparer. Bien souvent, ça peut prendre quasiment tous les soirs de la semaine. Il y a aussi les éches à préparer. Enfin, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vraiment de la préparation. C'est ce qui explique que c'est un véritable sport. C'est une préparation un peu comme dans toutes les disciplines sportives où on prépare son matériel à l'avance. Et le vôtre, il est bien sûr très technique. Où est-ce qu'on peut pratiquer cette pêche sportive en Occitanie? Est-ce qu'il y a des lieux particuliers? Disons que nous, ce qui fait un petit peu les critères de choix pour pratiquer notre passion, c'est aussi l'accessibilité.
parce qu'il faut quand même pas mal de matériel. Quand je dis accessibilité, il faut qu'on ait nos véhicules malgré tout pas très loin du lieu où on va pêcher, parce que bien souvent les pêcheurs ont quasiment des véhicules utilitaires pour porter le matériel. Alors des fois ça fait sourire, ils nous disent mais vous dormez dedans ou pas? Non, c'est uniquement pour mettre le matériel. Donc en effet, pour le temps de décharger le matériel et pour pas avoir trop de chemin à faire, donc c'est déjà vérifier que le véhicule puisse accéder assez près. Et après c'est aussi la typologie de poissons qu'on cherche. Il y a des pêcheurs qui préfèrent pêcher là où il y a du courant, donc ils vont choisir des lieux où il y a du courant, type le canal latéral ou la Garonne. D'autres qui préfèrent pêcher en étang, donc du coup ils vont privilégier des pêches d'étang. Et puis après, là où on va pêcher, c'est aussi là où il y a du poisson. Malheureusement, on le voit, et notamment cet hiver, avec des populations de cormorans qui ont fait de gros dégâts dans les milieux piscicoles, je ne veux pas dire de mots méchants, mais en tout cas laminé des cheptels de poissons quasi intégralement. Du coup, aujourd'hui, on essaie d'aller pêcher dans des endroits où il reste encore quelques poissons. Donc là aussi, ça peut faire partie des choix à un moment donné un peu stratégiques. En tout cas, quand on va pêcher pour se faire plaisir. Après, quand on va pêcher dans les concours, l'organisateur il fixe un lieu. Du coup, là, on n'a pas le choix, on se rend sur le lieu. Et alors, quelles sont les règles à connaître pour pêcher dans le respect des milieux aquatiques? Le respect du milieu aquatique, alors nous déjà on a un principe, on fait du no-kill, c'est-à-dire on remet tout notre poisson vivant à l'eau, j'insiste bien. Il y a un grand respect du poisson dans nos milieux. On utilise des hameçons qu'on appelle fin de fer, c'est-à-dire avec des diamètres d'hameçons très fins pour ne pas blesser les poissons. Normalement en compétition, tout poisson mort ne compte pas. Si on est puriste, les gens qui font le contrôle et la pesée, s'il y a des poissons morts, ils ne les comptent pas. Donc ça impose de décrocher le poisson soigneusement, de le mettre soigneusement dans une bourriche suffisamment longue pour qu'il puisse être dans l'eau et le temps que la pesée se fasse à la fin du concours. Après, le respect des milieux aquatiques, c'est le respect de l'environnement. Tout pêcheur, on aime la nature, donc quand on arrive dans un milieu, alors s'il faut couper 2 herbes pour accéder au bord de l'eau, on les coupe précautionneusement, on évite de couper des branches d'arbres. Bien évidemment, les déchets, celui qui produit des déchets avec les sachets d'amorce ou une canette de soda ou de bière, ou une bouteille d'eau, la règle c'est de retirer ces déchets, etc. Je pense que en tout cas les pêcheurs sont je ne vais pas dire des précurseurs, mais en tout cas des pourvoyeurs d'écologie, c'est-à-dire on respecte notre milieu, on respecte les poissons. Et c'est aussi ce qui fait notre devenir, parce que aujourd'hui on est un petit peu confronté aussi avec des tendances un petit peu écologistes, un peu radicales, notamment animalistes. Et du coup, si on veut aussi préserver notre passion, il faut qu'on soit très respectueux, encore plus respectueux des poissons au maximum. Et c'est normal. Alors justement, quelles sont les qualités essentielles pour un bon pêcheur sportif? Il vaut mieux que ce soit Adrien, parce que c'est vraiment le meilleur de nous, là. Alors Adrien, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut? Être assez minutieux, précautionneux et réfléchi. Et après, ensuite, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui sont très patients et c'est forcément une qualité. Et pour certains autres types de pêche, non. Et le fait d'être un peu actif ou voire énervé sur la station, c'est pas toujours quelque chose de négatif. On a le profil quand même du pêcheur qui est là calmement et tout. Et oui, tu me dis qu'il faut un petit peu... Non, il faut être très éveillé, au moins de l'esprit en tout cas. Réfléchir tout le temps. En fait, je pense qu'il faut imaginer être un poisson pour comprendre comment il mange. Et essayer de comprendre la pêche de la meilleure façon possible. Et toujours savoir un petit peu ce qui se fait autour de nous quand on est en compétition. Avoir les bonnes infos. Alors ça, souvent, c'est le rôle du coach. Donc il y a un coach, donc déjà, ça prouve que c'est un sport. Et pour faire les meilleurs choix stratégiques possibles. Et c'est très évolutif pendant la pêche. Donc faut être énervé, faut être rapide, faut être patient aussi certaines fois, calculateur, et surtout savoir s'adapter, être réactif et savoir s'adapter. Donc dans beaucoup de sports, c'est ça, j'imagine, mais là particulièrement parce que ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi des poissons. Donc c'est quand même eux qui choisissent la plupart du temps. Oui, et puis de la dextérité aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, on a vraiment des hameçons très fins, des fils très fins. Donc du coup, pour accrocher un verre de vase c'est de l'ordre du millimètre, le verre de vase, pour arriver à le piquer sur un hameçon et pas l'exploser. Du coup, il faut aussi être très habile de ses mains et très rapide, parce que des fois, on a des pêches où en 3 heures, on peut prendre 400, 500, 600, voire 1000 poissons.
Du coup, ça fait quand même plusieurs poissons la minute, donc il faut pas être manchot, quoi. Alors pour tous ceux qui doutaient encore que la pêche n'était pas un sport, vous avez un petit peu les détails que nos amis nous ont expliqués. Quels conseils on pourrait donner justement à quelqu'un qui voudrait se lancer, je dis bien, dans la pêche sportive ? Alors là, pour le coup, c'est être patient, mais dans sa tête, pas pour la pêche en elle-même, mais pour se dire que ça prend énormément de temps d'acquérir un certain niveau d'expérience, pour obtenir des bons résultats. Ça vient pas tout de suite. Il faut sacrifier beaucoup de temps aussi à la préparation. Et voilà. C'est s'entraîner. Ça s'entraîner énormément, pratiquer énormément et s'entourer de personnes expérimentées et écouter. Il y a des conseils à prendre de tout le monde. Pas tout, il faut trier après, mais il faut écouter tout le monde et oser demander et partager. Surtout ceux qui pensent qu'il faut tout garder pour soi parce qu'il y a des secrets. Non, tout ça c'est révolu. On a compris quand même que c'est en partageant un maximum qu'on avait plus de connaissances à avoir et plus de résultats à obtenir du coup. Merci beaucoup. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut quand même aussi avoir sa carte de pêcheur. Si on veut pêcher, il y a des règles à respecter. Merci à tous les trois pour cette plongée passionnante dans le monde de la pêche sportive. Un sport donc exigeant, complet et profondément connecté à la nature. À très bientôt. Et dans l'émission Et si on parlait sport, vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir vous raconter vos exploits de pêcheurs. Merci. Écoute, on te remercie de ce clin d'œil à notre sport. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup à tous les trois pour cette plongée passionnante dans le monde de la pêche sportive, un sport exigeant, complet et profondément connecté à la nature. À très bientôt dans Et si on parlait de sport. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Patrick Chevalier. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, nous sommes de retour dans l'émission Et si on parlait de sport, et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un homme passionné, engagé et profondément humaniste. Il est producteur, président de Juvacom Média, mais aussi membre du Conseil national des villes. Depuis plus de 50 ans, il consacre sa vie au sport et à ses valeurs. Bonjour Patrick Chevalier. Bonjour. Patrick, on pourrait parler des heures de ton parcours, mais avant d'entrer dans tes projets audiovisuels, une question, d'où te vient cette passion du sport ? Je crois que je suis né avec. Pour exemple, je me rappelle très bien de la Coupe du Monde 1958 en Suède, où la France a gagné pour la première fois une médaille en Coupe du Monde. Et j'ai découvert le bénévolat en 71 avec un premier poste de président. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté. Donc président, entraîneur, organisateur, voilà. Et donc j'ai perduré cette passion à travers le bénévolat et que je continue encore aujourd'hui. Tu as écrit même un livre pour retracer ces 50 années de bénévolat. Mais en 2015, tu entames un nouveau virage. Tu deviens producteur de documentaires. Pourquoi ce choix ? Petite rectification, c'est en 2010. J'ai commencé en 2010. Alors ce choix, tout simplement, c'est que je voulais mettre en phase deux passions, le cinéma et le sport. Et en plus, l'idée de la production, c'est de mettre en image, faire ressentir dans l'image les émotions, faire parler les gens qu'on n'entend jamais. Et donc, c'était là l'importance, c'est-à-dire de parler de sports peu médiatisés, des gens peu connus et qui ont des parcours remarquables et qui méritent d'être filmés et d'être vus. Anti-star, mais star de l'amateurisme, on pourrait dire. Absolument. Un petit peu toutes ces personnes qui font des belles choses, mais qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Je veux dire qu'on s'aperçoit à travers ces portraits de personnes qu'on ne connaît pas, ils ont des parcours tout à fait atypiques et qui sont tout à fait intéressants à suivre. C'est l'intérêt de ça, et puis aussi de développer des sujets qui me tenaient à cœur, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, les dérives
au niveau du dopage et puis des faits de société, parce que je suis très impliqué dans tout ce qui se passe, en termes de politique du sport ou quoi que ce soit. Donc voilà, essayer de mettre tout ça en phase. Et puis, parce que le sport est une grande famille, mais il faut aussi faire voir que c'est une grande famille. Oui, faire c'est bien et faire savoir c'est peut-être un petit peu mieux. Justement, tu as réalisé donc plusieurs documentaires marquants, dont Sportive, le parcours médiatique des combattantes, qui est sorti en 2020. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Alors ça, c'est c'est le premier essai, c'est le premier 52 minutes qu'on a fait. Parce qu'avant, on a fait des 16 minutes, mais c'est le premier 52 minutes où on est parti un peu à l'aventure, où on voulait vraiment parler de la médiatisation du sport féminin. Parce qu'on voyait très bien que quand on regarde les chaînes de télé ou même le journal L'Équipe, désolé, la place pour le sport féminin est minime. Et donc, quand on a fait ces 52 minutes, on l'a fait dans une mauvaise période, je dirais, 2020, Covid. Et quand on a enclenché les choses en 2021, ça a pris une dimension qu'on n'en pensait pas, puisque ce film a été vu dans plus de 100 villes. Même aujourd'hui, 5 ans après, il y a encore des villes qui nous demandent. Il a été vu dans des établissements scolaires, dans des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat. Au mois de février, un colloque européen au Luxembourg nous a demandé ce film. Et on s'est aperçu, parce qu'à chaque fois qu'on présentait le film, il y avait un débat derrière. Et les gens nous ont dit, et la suite ? On aimerait bien qu'il y ait une suite à votre histoire ou quoi que ce soit. Et on a dit, ok, on va travailler un peu plus en profondeur sur la médiatisation, sur la place du sport féminin à l'école, dans les collectivités. Et donc on a commencé l'écriture. Ça fait 1 an. Pour tout ça, il faut quand même un certain temps de réflexion. Et là, on va pouvoir commencer sérieusement le tournage au mois de septembre. D'une deuxième version, en fait. D'une version, une suite, on va dire. C'est une suite sans être une suite. C'est aller plus en profondeur sur la place du sport au féminin. Qu'est-ce que font les collectivités pour que le sport féminin soit tout à fait représentatif ? Donc, c'est important. Alors justement, tu parles d'hommes et femmes. L'égalité femmes-hommes est d'ailleurs un fil rouge dans ton parcours. Disons que j'ai découvert ça en même temps que le bénévolat. Et dans mon parcours, il y a eu des faits qui m'ont interpellé. Je vais prendre l'exemple de ma fille aînée. À 18 ans, elle arrête l'athlétisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un entraîneur qui lui a dit, mademoiselle, tant que vous ne ferez pas de la perche, tant que je serai entraîneur de perche, aucune fille ne fera de la perche. Et là, j'ai dit, pourquoi ? Pourquoi une femme ne pourrait pas faire de la perche ? Pourquoi une femme ne pourrait pas lancer le marteau ? Pourquoi une femme... tous les sports doivent être pratiqués aussi bien par les hommes que par les femmes. Dans les années 20, 30, même les médecins interdisaient la pratique de certains sports. Mais c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et puis, je me suis retrouvé impliqué dans des actions avec des associations comme Féministes au Sport, comme Mixité Performance, et plus récemment avec la Fondation Alice Mia qui fait un énorme travail à ce niveau-là, parce que rien n'est gagné. Et je vais te donner un exemple que j'ai vu ce matin. Le handball à Rouen, ils ont 2 équipes, masculines et féminines, qui sont à peu près au même niveau. Et on dit, ah ben non, comme on ne peut pas tout mettre, donc on met tout sur les garçons, et puis on verra les filles après. Pourquoi ? Il y a encore, malheureusement, tout ce processus à mettre en place et qui mérite d'être suivi et débattu. Heureusement, on a plein de jeunes femmes et d'hommes jeunes qui réellement aujourd'hui s'impliquent et qui font un travail sérieux. La notion de performance aussi est peut-être pas la bonne direction, c'est-à-dire qu'on veut demander par rapport aux performances d'hommes que les femmes fassent la même chose. Or en fait, elles peuvent se révéler dans leur propre performance. Tu parlais du saut à la perche, on vient de voir notre championne qui vient de gagner les championnats du monde de saut à la perche, qui a une performance qui équivaut à un niveau féminin, on va dire, mais pas forcément se dire faut faire comme là-haut. C'est pas comme, c'est s'exprimer, s'épanouir dans ce qu'on vit. Ouais, l'exemple avant-hier, Pauline Prévost-Ferrand, la performance, elle est là. Il n'y a pas à faire de comparaison avec Mathieu Van Der Poel, ça n'a rien à voir. La performance, elle est là. Et à jamais la première, dans ce fameux Paris-Roubaix. Merci. Donc, tes productions, en fait, se limitent pas forcément au territoire français non plus. On a vu que tu as aussi travaillé sur un film, Histoire sportive en Palestine. Quel est le message de ce film ? Alors, ce message est très particulier parce qu'on a travaillé avec... elle avait fait GT 93, où on a emmené des jeunes filles en Palestine. Et en étant sur place, on a rencontré des femmes qui sont impliquées. Et on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui, quand on parle de la Palestine, qu'il y a aussi aujourd'hui des femmes qui s'impliquent pour développer le sport là-bas. Leur combat, leur résilience, leur volonté de faire développer ce sport, malgré
les difficultés qu'elle rencontre. Parce que, entre autres, il y a une femme qui est entraîneur de football au féminin, et imagine-toi qu'elle est chrétienne dans un pays Compliqué. mais ça se fait quand même. Cet impact a une certaine résilience. Il a été présenté aux Jeux Olympiques à la délégation palestinienne. Il a été présenté dans certaines villes du Val d'Oise. Beaucoup de municipalités freinent parce que Palestine, mais ils ont tort. Parce que ce qu'on met dedans, c'est vraiment en avant le sport féminin et la volonté de ces femmes de dire on peut et on doit faire du sport même si on est en Palestine. Tu abordes également des sujets très actuels, comme le dérèglement climatique et les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors ça, c'est pareil, c'est des rencontres. Et c'est des sujets qui m'interpellent, parce que la violence faite aux femmes et aux enfants, c'est aujourd'hui un sujet très très important. Et la personne qui m'a présenté son projet de faire la traversée de la Méditerranée en kitesurf, c'était un défi qu'elle se lançait par rapport à ce qu'elle a vécu. Et son témoignage qu'elle apporte dans ce film, sa résilience qu'elle a mis, c'est de faire voir aux femmes, on peut y arriver. Il suffit de la volonté, d'essayer d'être accompagné. C'est l'importance de tout ça. Quant à l'autre film sur le réchauffement climatique, c'est une personne là qui est partie, qui va revenir le 1er mai, et qui est partie en Patagonie et au Chili. Pour une raison bien particulière, c'est que au Chili et au Patagonie, la résonance sur le réchauffement climatique est importante. Elle m'a envoyé les premières images d'un glacier au Chili qui recule de 20 mètres tous les ans. En plus, on est dans un pays où il y a des problèmes de sécheresse d'eau. L'eau qui est vitale est en diminution sur un pays comme ça. On voit ces images, mais on voit aussi, on va voir des interviews des scientifiques qui travaillent là-bas et qui vont nous dire comment c'est, quelles sont les solutions qu'ils vont apporter. Bon, après, il y a une volonté politique de l'État de le faire ou de ne pas faire. C'est de faire voir qu'on est peut-être privilégié ici par rapport à d'autres contrées. On sent toute cette passion qui t'habite et tout le travail qui a été fait. Tu as encore des idées, parce que quels sont les projets d'avenir, en fait ? Voilà, les projets d'avenir, il y a un film là, qui va sortir, là, qui s'appelle Le poids du regard. Alors, le poids du regard, là, on s'adresse au handicap, parce qu'il ne faut surtout pas les oublier non plus. Donc, le poids du regard, c'est 2 jeunes, un homme, une femme, tétraplégiques. Tous les 2 sont tétraplégiques. Mais ils ont une vraie volonté de faire du sport. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la boccia. Et quand on sait ce que ça représente, la boccia, la façon de... Le jeune garçon, là, le jeune homme, il ne parle même plus. Il ne peut même plus avoir... les bras n'avancent plus, ni quoi que ce soit. Donc, il participe quand même à différentes compétitions, quoi que ce soit. Et là, c'est de faire voir qu'on a beau être handicapé, la volonté, à travers le sport, d'essayer d'avoir sa place dans la société. Et bon, voilà, ce film-là, on va faire une première d'ici peut-être, si au mois de juin, si ce n'est pas au mois de juin, on le fera ça en septembre, pour présenter ce film de 52 minutes, qui a une certaine résonance vis-à-vis du handicap. Et la deuxième chose, qui va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion, mais c'est une idée que j'avais depuis quelques années, c'est de faire une série, 10 pays différents, et de voir dans chacun des pays où en est le développement du sport féminin. Comment ça se passe en Suède, comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe en Irlande. Il va falloir choisir 10 pays. Et puis d'aller voir les personnalités, les sportifs de haut niveau qu'il y a, les journalistes, les chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Et puis comme ça, de voir dans chaque pays quelle est l'avancée ou le recul qu'il peut y avoir entre les cultures, entre les cultures scandinaves, germains et latins, et d'avoir cette série de 10 portraits, et on finira par un 11e portrait, si on peut dire, un reportage sur le Comité international olympique. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a eu cette idée-là, et le Comité international olympique a désigné pour la première fois une femme présidente du Comité international olympique. On sent toute cette passion toujours en toi, et c'est passionnant. Alors, j'ai envie de demander, quel est le rôle d'un producteur dans des projets comme ça aussi engagés ? Déjà, il faut être passionné. Enfin, il faut, ça, on l'entend. Avoir de l'enthousiasme, avoir l'écoute. C'est-à-dire qu'on vient te présenter des projets, tu en as ta tête, d'autres te refusent. Il y a des jeunes qui viennent nous demander à les aider parce qu'ils veulent faire un reportage sur leur quartier ou sur leur... Et quand tu es producteur, tu as plusieurs casquettes. Tu es comptable, tu es juriste. La vraie volonté, c'est cet enthousiasme que tu es. Producteur, si tu prends le travail de producteur, tu t'en vas en courant.
Mais si tu mets la passion derrière, tous les obstacles, tu les surmontes, tu les dépasses et tout. Si tu ne réussis pas tout de suite, c'est l'exemple de truc sur l'Europe, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a 10 ans, eh bien, il ressort. Parce que il y a l'opportunité de le passer. Et puis, comme je le disais, voilà, l'intérêt dans la production, c'est de donner la parole à des gens pour lesquels on n'a pas l'habitude d'entendre parler. De parler de sport, tu vois, la boccia, quand tu demandes à la rue la boccia, personne ne sait. Donc, un peu mieux depuis les Jeux Olympiques. Hein, parce qu'on a faut quand même le dire, on a une championne olympique et il faut la saluer quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est d'essayer de mettre en avant le sport dans sa grande définition. Et puis, il n'y a pas que la performance, il n'y a pas que ça. Tu as dit un jour, le sport est un miroir de la société. Qu'est-ce que tu veux que le public retienne de tes films ? J'aurais qu'ils retiennent, c'est que j'ai toujours un message à passer. La médiatisation, c'est un message. Pourquoi il y a peu de médiatisation ? Pourquoi l'intérêt de mes productions, c'est de faire voir que le sport, ce n'est pas que la performance, ce n'est pas que les podiums des Jeux Olympiques ou quoi que ce soit. C'est des histoires, des combats menés par des personnes, des hommes ou des femmes, qui mènent des... Je vais prendre un exemple, j'ai fait un reportage il y a quelques années sur Laura Flessel. Et Laura Flessel m'expliquait comment elle s'entraînait avant de participer au championnat du monde à Nîmes, parce que 4 mois après la naissance de sa fille, elle est championne du monde. Et quand tu l'interviews et tu vois tout son parcours, tout ce qu'elle a mené, la seule image que tu as, toi, c'est une championne olympique, championne du monde. Moi, j'étais au-delà. J'étais voir ces engagements qu'elle avait en tant que mère, ainsi de suite. Et je dis toujours, le sport, c'est important. C'est le sport santé. C'est un bon remède, un bon médicament. Je ne dis pas que ça guérit tout, mais au moins ça peut soulager. Et la preuve, c'est que certaines femmes qui sont atteintes de cancer aujourd'hui, qu'on amène à faire du sport, eh bien, elles arrivent à surmonter un certain nombre d'épreuves. Passer des messages. Et quand j'arrive à les faire passer comme celui de Sportive, où j'ai fait passer vraiment un message, puisque les gens demandent autre chose, je me dis, j'ai quand même réussi une partie du parcours pour arriver à ce que le message qu'on veut passer. Où est-ce qu'on peut éventuellement te contacter ? Comment on fait si on a envie, collectivité, institution ou autre, pour voir tes films ? Comment ça se passe ? Bon, alors, tout simplement, aujourd'hui, on a un site. Alors, c'est www.juvaprod.com. Donc là, on a toutes les références des films qui sont sortis. Donc, on peut voir les teasers et les coordonnées, les contacts pour nous contacter. Merci Patrick pour cet échange passionnant dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous on est aussi très contents de donner la parole à ceux qui font le sport ou ceux qui aident le sport à se développer. On suivra avec attention la suite de tes projets et tu es bien sûr le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Ok, merci beaucoup. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous de sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Voilà, c'est la fin du match de cette 98e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans notre agenda des sportifs. La semaine donc du 21 au dimanche 27 avril. Du mercredi 23 avril au 4 mai, tennis avec le tournoi ATP et WTA 1000 de Madrid. Le 22 avril, mardi, basket homme avec l'Euroleague quart de finale Fenerbahçe contre Paris. Le mercredi 23 avril, basket Euroleague quart de finale Monaco contre Barcelone. Basket femme, la Boulangère Wonder League, quart de finale retour, l'Athès Montpellier contre Charleville-Mézières. Football féminin avec l'Arkema Premier League, de 21e journée, Montpellier affronte Dijon. Volley femme, Saforel Power 6, demi-finale retour, Vendeuvre-Levallois Paris et Nantes contre Venelle. Cyclisme, la Flèche Wallonne, qui est une épreuve du World Tour, hommes et femmes. Hockey sur glace, championnat de France de Division 2, finale, tour 4, match 5 avec Lyon-Montpellier. Il y aura le jeudi 24 avril aussi, rugby à 15, Pro D2, 28e journée, Béziers affrontera Biarritz. Vendredi 25 avril, rugby, Pro D2 toujours, avec la 28e journée, et Montauban affronte Montpellier. Handball, Licky Molly Star League, 25e journée. Montpellier rencontrera Chartres, Nîmes rencontrera Dunkerque et Ivry contre Toulouse. Cyclisme, c'est la Flèche Brabançonne qui débutera. Volley homme, Marmara Spike League, demi-finale aller avec Montpellier contre Tours et Chaumont contre Poitiers.
On passe au samedi 26 avril avec de l'athlétisme, avec l'épreuve Diamonds League, le meeting de Xiamen en Chine. En rugby à 15, top 14, 22e journée, Toulouse contre Castres, Montpellier contre Perpignan. En rugby féminin, tournoi destination, Italie contre le Pays de Galles, l'Écosse contre l'Irlande et l'Angleterre contre la France avec le fameux crunch et qui joueront pour ce fameux Grand Chelem. Football, Ligue 2, 32e journée, Rodez affrontera le Paris FC. Rugby à 13, 8e journée, Featherstone Rovers contre les Toulouse Olympiques 13. Basket, Coupe de France finale, hommes et femmes. Et le dimanche 27 avril, avec de l'athlétisme, le marathon de Londres. En foot, Ligue 1, 31e journée, Nantes affrontera Toulouse et Montpellier, Reims. En cyclisme, Liège-Bastogne-Liège, World Tour, hommes et femmes. Football féminin, Ligue des champions, demi-finale retour, Lyon contre Arsenal, Chelsea contre Barcelone. Et il y aura aussi de la moto avec le Grand Prix d'Espagne. Le 29 avril au 4 mai, cyclisme avec le Tour de Romandie, qui est aussi une épreuve du World Tour. Voilà pour ces programmes à venir de la semaine. Programme de la semaine prochaine, le handisport sera à l'honneur et nous recevrons Serge Robert, vice-président du comité régional handisport Occitanie, pour parler d'un engagement fort, rendre le sport accessible à toutes les personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques, auditifs ou visuels. En Occitanie, le handisport, c'est une passion au service de l'inclusion. Grâce à un réseau de 1600 clubs et une collaboration active avec les comités départementaux, chacun peut trouver une pratique adaptée, proche de chez soi, en club ou en loisir, pour le plaisir, le bien-être ou la compétition. Un échange inspirant autour de valeurs fortes, singularité, autonomie et accomplissement. Deuxième mi-temps, focus sur le badminton en Occitanie, une discipline pleine d'essor dans notre région. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Christian Privat, tout nouveau président de la Ligue Occitanie de badminton, ainsi que Gilles Castillon, vice-président. Ensemble, ils dresseront le bilan post-olympique de l'activité, partageront leur vision pour l'avenir et dévoileront les projets structurants qui vont rythmer les prochaines saisons sur notre territoire. Nous reviendrons également sur la performance tricolore lors des championnats d'Europe à Horsens au Danemark, où les équipes de France ont défendu fièrement nos couleurs, et sur les cours. Et une émission riche en échanges, en perspectives et en passion autour d'un sport accessible, spectaculaire et en plein développement. C'est la fin du match de cette 98e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Fabien Granier, à Claude Perras, à Adrien Calvez, Patrick Chevalier pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à nous abonner et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, notre partenaire informatique, l'agence Bellombra et Dialogue Sport pour votre contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci de votre fidélité et rendez-vous dans une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.